Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés amis des oiseaux, des canaris et des chardonnays, encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Et les amis, aujourd'hui, ça fait longtemps, ça nous a manqué en fait les vidéos réponses pour les abonnés. Et je vous avoue qu'entre le mois de mars, donc la dernière vidéo réponse aux abonnés qu'on a dû faire, c'était au mois de mars, donc avril, mai, juin, pendant 3 mois, c'était un peu la course entre le travail, la vie de famille et l'élevage, les amis, la période de reproduction. Donc enfin, en fin de la période de reproduction, démarrage de la mue, je trouve un peu le temps pour un peu faire un petit résumé en fait des questions, des sujets qui se sont posés, sachant que j'ai déjà fait des premières réponses par commentaire ou par mail pour ceux encore une fois qui font le pas de m'envoyer des mails. Et là, je vais essayer de généraliser ou d'officialiser les mails, les amis, les réponses, pardon, les amis. Donc, avant toute chose, je tiens à remercier les anciens abonnés pour leur soutien, pour leur fidélité. Je vois qu'il y a des nouveaux abonnés qui viennent d'arriver qui sont aussi moteurs sur la partie commentaires, aussi sur les sujets. Ils complètent aussi les informations, ils posent des questions. Donc voilà. Donc c'est ce genre d'abonnés qu'on cherche sur cette chaîne-là afin d'alimenter, afin de partager un maximum de savoir-faire qui touche la canariculture en général. Les nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous ne serez pas déçus du contenu de cette chaîne-là, qui est tout simplement en fait le partage d'un savoir-faire d'un simple passionné comme vous, qui est Canari du 28, les amis. Donc ensuite, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos oiseaux vont bien et que vous avez passé une bonne saison d'élevage ou vous êtes en train de passer une bonne saison d'élevage pour les gens qui font un troisième tour, un quatrième tour, etc. D'accord les amis, donc voilà donc une des questions en fait qui est arrivée pendant le début de la reproduction qui est en fait le nourrissage des jeunes via les canaris ou les chardonnays ou les parents biologiques tout simplement. Donc pour mon cas, donc je parle aussi de mon élevage. Chaque élevage est différent. Vous changez d'élevage, vous changez d'éleveur, vous changez de technique d'élevage, les amis. Donc ça, c'est propre à chaque cadre d'élevage. Donc en ce qui me concerne, les amis, vous connaissez, les anciens abonnés savent très bien que je fais des canaris pour élever des chardonnays en mutation, les amis. Pourquoi? Parce que les chardonnays en mutation, souvent leur première année en fait de reproduction, ils sont pas au point, il leur manque de l'expérience, ils nourrissent pas, ils ont peur de revenir dans le nid alors qu'il y a des jeunes ou des œufs, où il y a les parents qui vont percer les œufs ou tuer les jeunes. Voilà, donc tout ça en fait, ça rentre dans une cause route qu'on appelle en fait le manque d'expérience des jeunes parents. Donc moi tous les ans je reproduis avec les jeunes de l'année dernière. Donc cette année j'ai reproduit avec les 2021 de l'année dernière, que ce soit chardonnay ou canari, les amis. Et donc je prends ce risque-là. Moi je préfère reproduire avec les jeunes de l'année dernière pour pouvoir justement travailler les souches et travailler. Parce que si je reproduis toujours avec les mêmes géniteurs, je ne fais pas évoluer mes souches et je ne corrige pas en fait les défauts. Donc l'idée, c'est de, quand on a des jeunes, c'est de travailler avec ces jeunes-là pour corriger, pour ajuster encore quelques caractéristiques et pouvoir fixer ce qu'on appelle la souche ou les critères de la souche, les amis. Donc l'idée de travailler toujours avec les dernières générations, c'est justement cette step de progression pour pouvoir corriger les défauts. Et donc du coup, comme je travaille avec des jeunes en fait chardonnay et canaris, il leur manque ce qu'on appelle en fait l'expérience. Ça veut dire la première année. Des fois, ça arrive pendant toute la première année. Les 2 tours, en fait, les parents soient mauvais. Et j'en ai la moitié de mes chardonnays. En fait, ils ont fait un premier tour, un deuxième tour, mais mauvais en termes de parents qui assurent en fait la couvée pendant 13 jours, bah non, ils se sont levés, il y a certaines femelles qui se sont levées, ou après l'éclosion, les mâles ou les femelles, en fait, ils ont paniqué, ils n'ont pas su gérer, en fait, les jeunes.
Et donc du coup, ça c'est pas grave en fait, ça se travaille. La première année, il y a beaucoup de risques que ça se passe comme ça veut dire pas bien. Et la deuxième année, avec un peu de comment on appelle ça, de surveillance, on pourra dire ça s'est corrigé ou ça s'est pas corrigé. Mais en principe, il y a 95% que ça se corrige l'année suivante, donc la deuxième année de reproduction de ces jeunes. Alors pour moi, en fait, j'ai les canaris justement pour pallier aux problèmes de nourrissage ou ce qu'on appelle le manque d'expérience des jeunes canaris. Donc à savoir que quand on a des jeunes canaris, les canaris, ils ont un instinct naturel qui est, en fait, ils sont déjà des bons parents naturellement. Donc il n'y a pas besoin de 2 ans, 3 ans. C'est rare où un canari en fait se débrouille mal pendant la première année de nourrissage. Voilà, donc les canaris, c'est comme les moineaux du Japon, ils ont la réputation d'être des parents un peu polyvalents, donc ils peuvent nourrir plusieurs espèces d'oiseaux et ils sont déjà bien en forme pour cette partie-là. C'est pour ça qu'il faut savoir choisir en fait les canaris. Si vous utilisez les canaris pour la partie chardonnay, ne prenez pas des canaris qui sont fragiles ou qui sont un peu délicats comme les mutations de posture et de couleur. Prenez des canaris qui ont un bon gabarit déjà, qui puissent assurer les 2 tours correctement, qui puissent nourrir 4 ou 5 jeunes d'un seul coup sans se fatiguer, etc. Et pour ça, en fait, il y a ce qu'on appelle les arlequins portugais, une espèce de canaris de posture en fait qui sont réputés pour la robustesse du couple pendant le nourrissage et la période de reproduction. Il y a les UP allemands aussi en fait. Moi je travaille avec ces 2 espèces-là. Il y a aussi le Five Fancy. Donc le Five Fancy, le Rasa, c'est des bons parents, mais le problème c'est que vu leur gabarit, en fait, il faut les repréparer une deuxième fois pour démarrer un deuxième tour. Ils ne savent pas enchaîner un premier tour, un deuxième tour, et pour ceux qui font un troisième tour, en fait, les Five Fancy, les Rasa, ils ont du mal à enchaîner ces tours-là. Parce qu'ils sont petits de taille et ils ne sont pas aussi costauds qu'un arlequin portugais ou un UP allemand. Ou simplement les bâtards. Les canaris bâtards, c'est les canaris en fait ordinaires qui n'ont pas été sélectionnés ni pour leur posture ni pour leur couleur les ailes. Voilà, donc il y a des gens qui me disent, moi j'ai des canaris arlequins ou j'ai des UP allemands comme toi, mais ils nourrissent pas. Mais ça, c'est pas une valeur sûre, les amis. C'est pour ça il faudra observer, il faudra surveiller le premier tour. Le premier tour, ça demande à l'éleveur 80% de l'observation et de la surveillance. C'est pour ça, moi, j'ai 2 caméras, une caméra dans chaque salle, et je reste pas trop longtemps dans la salle. Pourquoi? Parce qu'on dérange les oiseaux. Quand on est là, ils savent très bien qu'on est là, donc je ne rentre que 2 fois dans la salle, mais le reste du temps, j'observe dans la caméra ce qui se passe. Alors, il y a 2 types de canaris, les amis. Il ne faut pas mettre des étiquettes comme quoi les canaris, votre couple de canaris ne se débrouille pas bien ou votre couple de canaris n'est pas un parent nourrice. Il y a les canaris qui ne savent en fait nourrir les jeunes que quand le jeune réclame. Donc, quand le jeune il a 3-4 jours, il commence à lever la tête et il dérange la femelle. Donc si la femelle elle court, bah et en fait il va la piquer par en dessous pour qu'elle sache qu'il a faim, elle va aller chercher, machin. Il y a des canaris qui, dès le début, dès le premier jour, normalement, les oisillons, quand ils sortent de l'œuf, les amis, ils n'ont pas besoin d'être nourris. Mais il y a des parents, que ce soit chardonnay ou toutes les espèces, il y a certains parents qui vont nourrir dès le premier jour. Ils sont sensibles, en fait. Le moindre mouvement de l'oiseau, ils vont se lever. En fait, c'est comme les parents chez les humains. Il y a des parents, en fait, le moindre bruit de leur bébé, ils vont courir dans les chambres, ils vont installer un babyphone, voilà. Et d'autres, en fait, ils disent, bon, bah, même s'il pleure pendant 5 minutes, c'est pas grave, j'irai le voir après 10 heures. Et c'est pareil. Les mêmes caractères, on les trouve aussi chez les animaux et plus particulièrement chez les canaris. Donc, ne mettez pas des étiquettes sur vos couples de canaris comme quoi ils sont mauvais. Nourrissent. Non, les amis, il faut observer. Il y a des parents qui vont nourrir dès le premier, le deuxième jour, et d'autres parents qui vont attendre le troisième, le quatrième jour. Mais la nature, elle est bien faite. L'oisillon, il peut tenir 48 heures, les amis. Pendant les 48 heures qui sortent de l'œuf, l'oisillon n'a pas besoin. C'est un surplus, en fait. Quand il se nourrit, il se nourrit en plus. Mais ils ont encore une réserve de nourriture qui était dans l'œuf pour les faire tenir 48 heures. Et pendant ces 48 heures, comme je l'ai déjà expliqué, le plus important, en
fait pendant ces 48 heures, c'est que l'oiseau apprenne à respirer correctement avec ses poumons, alors qu'avant, dans l'œuf, il respirait avec les vaisseaux sanguins. Et pendant ces 48 heures, il faut que l'oiseau sache tenir en fait sa température. La température est plus importante que la nourriture. Donc c'est pour ça les mamans ne vont pas se lever, ne vont pas prendre le risque d'aller manger pour venir nourrir. Ils préfèrent en fait chauffer l'oisillon et il va se développer. Au bout de 48 heures, vous allez déjà voir que l'oisillon, il a doublé de volume alors qu'il n'a pas encore mangé. Il n'a pas eu de première béquée, les amis. Donc, s'il vous plaît, ne mettez pas cette étiquette sur vos parents nourrices, canaris, parce qu'il faut juste identifier est-ce que ce couple de canaris, il nourrit depuis le premier jour ou est-ce qu'il va nourrir depuis le troisième jour. Après, moi, je ne parle pas des routes causes à côté, les poux par exemple, parce que les parents ne vont pas dans le nid, l'oiseau, il a le virus ou le circovirus qui l'empêche de lever la tête, et tant qu'il ne lève pas la tête pour les parents, il n'a pas faim. Donc ça, les animaux, c'est pas comme nous, hein. Les oiseaux, si le petit ne lève pas la main, s'il fait pas d'appel, les parents ne vont pas le nourrir. C'est rare où il y a des parents qui vont aller nourrir alors que les jeunes, ils n'ont pas encore appelé. C'est eux qui vont aller les réveiller. Mais ça, c'est le caractère propre des jeunes. Donc pour éviter ça, les amis, moi ce que je fais encore une fois, c'est ma technique. Ça peut fonctionner chez certains éleveurs et ça peut ne pas fonctionner chez d'autres. Donc moi ce que je fais, c'est que je donne du NutriBird A21 qui est un complexe de protéines, de probiotiques, de prébiotiques. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois dans les vidéos de Pâté les amis. Je le donne en fait dans la seringue. Quelques gouttes le matin, quelques gouttes le soir. Quand je passe. Donc, au moins, je sais qu'ils ont pris du NutriBird, les jeunes, le matin et le soir. Et même s'ils se nourrissent pas pendant les 2 premiers jours, ce n'est pas grave, les amis. C'est pas ça qui va les tuer. Si vous en perdez pendant les 2 jours et 2 premiers jours, les jeunes, ça ne vient pas du nourrissage des parents. Ça vient, en fait, des problèmes propres des oisillons. Soit ils n'ont pas su réguler leur température, ils ont pris froid parce que les parents n'ont pas fait de couvée, et là il faut remettre en cause l'hygiène, donc les poux, les acariens, etc. Ou trop de passage aussi, l'éleveur il traîne trop dans la salle, donc il stresse les oiseaux, ils se lèvent du nid. Ou soit ils ont ce qu'on appelle le point noir qu'on a détaillé dans cette vidéo-là. Donc c'est un circovirus, contrairement à ce que disent les gens, ça ne vient pas que, ce n'est pas que héréditaire en fait, c'est pas que les parents qui puissent le transmettre aux jeunes. Des fois aussi il est dans l'air, les amis, et il passe à travers la coquille de l'œuf, comme on a vu dans une vidéo du système reproducteur. L'air rentre dans l'œuf et ressort. Donc si un circovirus qui vient pas des parents mais qui est dans la salle et qu'il sent qu'il y a de la protéine dans l'œuf, il sent qu'il y a une réserve de nourriture, il peut pénétrer dans l'œuf et contaminer les oiseaux, les amis. D'accord? Et des fois, en fait, il y a un œuf qui est contaminé, il peut contaminer les autres œufs. Avec le point noir ou avec juste, il a tourné, un œuf qui a tourné, en fait, il peut contaminer les autres œufs. Donc, quand vous mirez et que vous voyez qu'il y a des œufs qui ne sont pas fécondés, qui ne se développent pas, il faut les enlever et remettre un œuf factice ou classique à côté, les amis. Voilà, donc ne laissez pas les œufs, parce qu'il y a un gros risque que si ça soit contaminé, ça puisse contaminer les autres œufs qui sont sains. Donc voilà les amis, donc n'allez pas trop vite dans les conclusions. C'est pas parce que les parents canaris n'ont pas nourri le premier jour, le deuxième jour, que vous allez dire bah je vais changer parce que c'est pas des bons parents. Non, la nature elle est bien faite. Pendant 48 heures, l'oiseau n'a besoin que de respirer correctement, donc gérer sa respiration et maintenir sa température parce qu'il a encore une réserve de nourriture dans les intestins qui reste en fait du jaune d'œuf et du blanc d'œuf, parce qu'à la fin il va aussi se nourrir du blanc d'œuf, et ça peut lui faire tenir en fait les 2 jours. Et grâce à la chaleur et la bonne respiration, le volume de l'oisillon il va doubler. Si dès les 2 premiers jours vous avez des oisillons qui ont faible, ne remettez pas en cause en fait le nourrissage des parents, remettez en cause le fait qu'ils n'ont pas su ils n'ont pas eu une température stable, ou ils sont déjà atteints d'un pathogène. Ça peut être un circovirus, comme ça peut être d'autres maladies héréditaires, les amis.
Donc voilà en ce qui concerne le A21, il ne faut pas abuser les amis. Les chardonnerets et les canaries, ce ne sont pas des perruches. Donc les perruches, ils ont aussi une flore intestinale différente des becs droits. Donc c'est pour ça le A21 chez les perroquets n'est pas le A21, n'est pas le même produit, le NutriBird chez les becs droits. Donc c'est deux flores intestinales, deux systèmes digestifs différents. Il faut utiliser le bon produit. Donc chez les becs droits, c'est le A21. Après, il y a des produits de substitution qui sont un peu moins chers, qui sont un peu passe-partout. Le Indmix ou un truc comme ça, voilà. Donc lui, vous pouvez le donner un peu partout. Mais le A21 de chez Versellaga est bien élaboré pour les becs droits type chardonneret et canari. Il faut pas trop en abuser, les amis. Moi, je vois en fait des gens, et je me suis déplacé au mois de mars, avril chez des éleveurs amis. Ils gavent les jeunes avec le NutriBird. Ce n'est pas bon, les amis. Ce n'est pas bon. Vous êtes en train de court-circuiter le transit intestinal. Quand le jabot il est plein, c'est une source, en fait, c'est un piège pour les bactéries. Quand le jabot, il est... Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'acidité pour protéger tout le volume du NutriBird que vous leur avez donné. Donc, je vous ai dit, déjà, premièrement, vous faites mal aux tissus et aux veines sanguines du jabot parce qu'elles sont dilatées. Et vous allez me dire, il y a des parents canaris qui font la même chose. Mais le problème ne vient pas des parents canaris, le problème vient du petit. Et sachez que ce petit sera une source de problème plus tard. Pourquoi? Parce que s'il a le jabot plein, et il continue à réclamer de la nourriture, c'est qu'il y a un problème intestinal chez ce jeune-là. Donc le conseil, c'est de le surveiller, c'est d'essayer de l'isoler, le laisser avec des parents et voir comment ça va évoluer. Parce quand il y a un jeune qui demande en permanence de la nourriture alors qu'il a le jabot, en fait il est en train de régurgiter en même temps il demande, il a forcément un problème de salmonelle, de colibacillose, peut-être le point noir, le circovirus. Voilà, il y a tout un tas de pathogènes qui peuvent lui faire sentir la faim alors que son jabot est plein, les amis. Et pour ceux qui gavent, sachez juste que s'il y a un jabot, un réservoir, c'est pour deux raisons. Premièrement, c'est un petit réservoir qui peut dépanner l'oiseau pendant le vol. Et deuxièmement, c'est en fait un lieu de traitement. C'est le premier lieu de traitement pour traiter s'il y a des pathogènes, on va essayer de les éliminer, pour préparer la nourriture au prochain step qui est la proventricule, les amis. Qui est l'estomac chimique. Donc déjà dans le jabot, le pH il doit être réduit. Mais comment voulez-vous qu'un oiseau réduise son pH alors que vous lui avez mis 5 fois plus de quantité dans le jabot? Mais ça veut dire que cette quantité de nourriture, les amis, elle va aller à la proventricule avec un pH supérieur à ce qu'on doit avoir dans la proventricule. Et avec le temps, si vous continuez à gaver vos jeunes tous les jours, soyez sûr que vous aurez des jeunes avec des problèmes de système digestif plus tard parce que le système digestif n'est pas rodé, il n'a pas les bons paramètres intestinaux pour l'espèce. Donc, à éviter, gaver, à éviter. Si vous avez des jeunes avec des points noirs, vous pouvez les nourrir régulièrement. Vaut mieux nourrir vos jeunes toutes les heures avec petite quantité plutôt que tous les 3 heures en multipliant par 5, par 6 la nourriture parce que déjà, trop de nourriture dans un endroit humide, c'est une source de bactéries, de microbes. Donc voilà, les oiseaux, ils respirent par les narines, ils respirent par le bec. Donc les microbes, toutes sortes de pathogènes, en fait, ils vont aller nicher dans le jabot parce que la nourriture, elle reste pendant longtemps. Alors que des petites quantités, elles sont tout de suite traitées et envoyées dans la proventricule. Donc ça, c'était le premier sujet. Le deuxième sujet, les amis, il s'agit du nombre de tours pendant la saison. Donc il y a des débutants qui me disent, bah écoutez, moi je suis à mon 4e tour, moi je suis à mon 5e tour. Moi j'ai un ami à moi, il y a 3 ans, il m'a dit, bah écoute, j'ai une femelle chardonneret, je lui avais vendu une femelle chardonneret, il m'a dit, elle m'a fait 7 tours. Moi je lui ai dit, elle va pas passer la nuit. J'ai dit, t'as abusé, elle ne va pas passer la nuit. En hiver, il m'appelle, il voulait venir chez moi, donc en hiver il m'appelle, je prends des nouvelles de la femelle, il me dit bah effectivement elle n'a pas passé la nuit. Il y a 2 ans c'est pareil, moi je me suis déplacé chez lui parce qu'il avait un problème et j'ai vu qu'il avait une femelle, il m'a dit ah bah tu sais celle-ci en plus il le dit avec fierté, il m'a dit ah bah tu sais cette femelle elle est à son 9e tour, alors que c'était la fin de la saison les amis, on était je pense en mois d'août ou en mois de septembre.
Donc c'était la fin de la saison, la fin de la mue chez moi, etc. Il m'a dit, ah bah tu sais, cette femelle, elle est en train de trouver son 9e tour. Et je dis, elle ne va pas passer la nuit. Et effectivement, en hiver, il est venu chez moi et il m'a dit, t'as raison, elle n'a pas passé la nuit. Donc cette année, c'est pareil, il m'a appelé. Bon, il m'a appelé il y a un mois. Et il y a un mois, moi j'étais à peine à mon 2e tour. J'avais les éclosions de mon 2e tour. Et moi j'étais persuadé qu'il allait me dire, oui j'ai une femelle machin. Bah systématiquement il m'a dit, bah écoute, j'ai perdu une femelle qui était à son 5e tour, elle était sur le nid. Bah c'est normal, tu l'as siphonné. Il faut comprendre que les oiseaux en fait ils ont une énergie. C'est pour ça il y a une préparation. En fait, il y a une préparation avant la reproduction, les amis. C'est pour manager ce niveau d'énergie. Parce que pendant la reproduction, les femelles et les mâles aussi, pas que les femelles, les mâles aussi, quand ils fécondent les femelles, ils perdent une partie de leur énergie. Excusez-moi, sous forme de matière fécale. Donc du coup, les femelles, en fait, on a vu que la grappe ou l'ovaire, il n'y a qu'une seule ovaire chez les femelles, elle est constituée de plusieurs ovules et ces ovules-là, ils attendent en fait l'énergie. Une fois qu'ils ont atteint, ils ont l'énergie, le niveau d'énergie nécessaire, ils ont atteint la taille de maturité, ils vont tomber dans l'oviducte. Et donc c'est comme ça veut dire, dans une saison, une femelle qui a pondu 7 œufs, par exemple, premier tour, deuxième heure, c'est pas pareil qu'une femelle qui a pondu 3 œufs fois 9 tours ou fois 4 tours. On l'a siphonné, on lui a enlevé trop d'acides aminés, on lui a enlevé trop de calcium, on lui a enlevé trop de gras, on lui a enlevé trop de glucose, on l'a siphonné les amis, et donc du coup elle va enchaîner une mue, mais avec quelle énergie, avec quel calcium, avec quel acide aminé pour refaire les plumes, la mélanine. C'est pour ça on dit que les mutations sont fragiles, c'est parce qu'ils ont besoin de fabriquer de la mélanine. Mais comme on a siphonné les femelles et les mâles pendant la reproduction avec 3 tours, 4 tours, 5 tours, et il y en a qui m'annoncent même 9 tours fièrement, les amis, ils n'ont pas assez. Il faut les repréparer avant la mue, sinon vous allez les perdre. Et des fois, même en repréparant ces oiseaux avant la mue, en fait, on n'a pas une préparation optimale et on les perd quand même. D'où le bien-être animal, les amis. 2 tours, c'est largement suffisant. Moi, je fais 2 tours parce que si je rate le premier tour, il me reste un deuxième tour. Voilà. Donc, moi, si je pouvais ne faire qu'un seul tour avec mes oiseaux, j'en ferais qu'un seul tour. Mais comme le premier tour, il est mitigé entre les chardonnerets qui sont de l'année dernière et les canaris qui sont de l'année dernière, je fais un deuxième tour. Mais voilà, donc n'allez pas penser que une femelle qui fait 9 tours va passer la même mue qu'une femelle qui fait 2 tours, les amis. 2 tours, ça veut dire je prends en compte et en considération qu'il y a une période de 2 semaines où je dois la préparer pendant la mue, et plus vous avez 2 semaines de préparation, mieux c'est pour les oiseaux, 3 semaines, 1 mois. Voilà, donc plus vous marquez un temps de préparation entre la reproduction et la mue, c'est tout bénéf pour vos oiseaux, les amis. Vous aurez moins de problèmes pendant la mue et après la mue. Donc juste pour vous dire, il y a une étude italienne, mais qui date, je pense, de 2001 ou 2001 ou 2002. En fait, il s'agit en fait d'une estimation sur une durée de vie d'un canari. C'était les canaris, pas les chardonnerets. Et c'était des canaris en captivité, pas à l'extérieur, les amis. Donc, il disait que un canari en captivité, un canari domestique, il pondait en fait 30 fois. Il faisait 30 pentes dans sa vie qui était entre 9 ans et 13 ans en fonction des conditions de captivité, les amis. Et moi, je suis pas convaincu de ça, les amis. Je ne suis pas convaincu parce que les oiseaux de cette taille-là, ils vont surtout être efficaces pendant leur jeunesse, donc 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà, à partir de 4 ans, moi je parle des chardonnerets en mutation, à partir de 4 ans, voilà, il faut commencer à réduire. Soit vous ne faites qu'un seul tour, si ça se passe, parce que souvent quand vous faites... Moi, quand j'ai fait reproduire une femelle de 6 ans, en fait, moi, la plus vieille, le plus vieux oiseau que j'ai eu dans mon élevage, c'était une femelle chardonneret panachée de 6 ans. Elle avait fait un seul tour en 2019, et ben c'était... non, je ne vous l'ai pas présenté, en fait. Ouais. En fait, elle a fait un seul tour en 2019, c'était sa 6e année.
Et je l'avais stoppée parce que je savais qu'elle avait nourri et tout, hein. Elle couvait, elle nourrissait ses propres jeunes. Elle avait eu 3 jeunes, mais j'avais sevré que 2 jeunes de chez elle. Toute seule, pas de canaries, ni rien du tout. Par contre, malgré la préparation, donc un tour, ça veut dire j'ai eu une préparation avant la mue de 2 mois, hein. Donc, je l'ai perdu pendant la mue parce que voilà, les mutations restent fragiles, les amis. Donc, les mutations restent fragiles. Si vous faites votre période de reproduction sans respecter l'animal, avec même 3 tours, c'est beaucoup pour les mutations. 3 tours pour les chats dans la mutation, c'est beaucoup. Vous faites 3 tours, il vous faut 1 mois et demi, 2 mois de préparation avant d'attaquer la mue. Mais le problème des éleveurs aujourd'hui, c'est qu'ils veulent gratter un maximum dans la période de reproduction et tout de suite, en fait, c'est même pas l'éleveur qui déclenche la mue, c'est l'oiseau qui, en fait, qui fait savoir qu'il est en mue pendant en fait la reproduction. Il voit que les oiseaux commencent à perdre leur plumage et les oiseaux commencent à être un peu statiques. Ça, c'est un mauvais éleveur, les amis. Donc, un éleveur correct, comme on prépare les oiseaux pour la période de reproduction, on doit les préparer pour la période de mue, ne serait-ce que 2 semaines, c'est suffisant. 2 semaines, le bain, les vitamines, le calcium aussi pour remplacer tout ce qui a été perdu dans les coquilles des œufs, renforcer le système squelettique, renforcer le système digestif, nettoyer le système respiratoire et commencer à administrer en fait les acides aminés et un peu de gras qui a été perdu pendant la période de reproduction. D'accord, donc juste un petit plus les amis concernant là, le nombre de tours. Ici en France, donc je suis pas sûr que tout le monde ait cette information, ici en France, il est interdit de faire reproduire vos animaux plus de 2 fois les amis par an. Donc voilà, donc les gens qui sont capacitaires pendant la formation théorique, c'est le premier truc, c'est le respect, le bien-être des animaux, le bien-être des oiseaux. On n'a pas le droit, en tant que capacitaire amateur, en tant que personne particulière, que chat, chien, oiseau, poisson, tortue, ce que vous voulez, nous n'avons pas le droit, ici en France, de faire reproduire nos animaux plus de 2 fois par an. Et il n'y a que les capacitaires qui ont cette information. Donc maintenant, je vous l'officialise, les éleveurs de France, renseignez-vous. Ici en France, à partir de 2 reproductions par an, vous passez sur un statut professionnel, les amis. Donc, il faut un certificat professionnel, il faut des démarches professionnelles, un numéro sirène professionnel, etc. Maintenant, oui, la plupart des éleveurs ne respectent pas ça et s'il y a un contrôle, ils vont dire bon bah les oiseaux se sont reproduits. Mais vous êtes responsable en fait de votre élevage. C'est pas parce que votre chat a décidé de se reproduire pour la 3e fois que vous allez laisser faire. Vous êtes responsable de vos animaux. Donc vous êtes les responsables de l'élevage. C'est pas les oiseaux ils font leur vie et s'ils se reproduisent 9 fois, ils se reproduisent 9 fois. Moi je suis déchargé de toute responsabilité. S'il y a un agent de contrôle, les amis, ça c'est des lourdes amendes et vous risquez de vous faire retirer le certificat parce qu'on est censé protéger les animaux, on est censé leur garantir un bien-être et non pas l'inverse. Donc pour que ça soit clair, ici en France, vous n'avez pas le droit de faire reproduire vos animaux plus de 2 fois. Et ça c'était avant parce qu'avec le nouveau gouvernement, je ne sais pas comment vont transformer les lois. Il y a eu un congrès la semaine dernière à côté IEF. Et le président, en fait, Pierre Chanois, le président avait parlé justement des référents d'une liste d'espèces, machin. Et on a aussi discuté rapidement de ce qui est le bien-être animal, les amis. Voilà, les amis. Donc ça, c'était le nombre de tours. Et maintenant, on va parler du nombre de jours. La matière fécale, elle reste combien de jours dans le système reproducteur des femelles. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas trop d'études qui ont détaillé ce sujet-là, et c'est un sujet qui date il y a 20 ans, on se posait les mêmes questions, mais il n'y avait pas tant d'articles, il n'y avait pas tant d'études faites, machin, et les études évoluent en fait. Et elles ont été ralenties en 2019, en 2020 à cause du Covid, hein, et la moitié de 2021, mais voilà, il y avait des études en France, au Brésil, en Italie, un peu partout, qui parlent en fait des oiseaux mutations. Donc les études se font sur des oiseaux mutations, pas des oiseaux sauvages, les amis, parce qu'on n'est pas sur les mêmes conditions de détention. Donc un oiseau sauvage, il bouge. Un oiseau sauvage, il a une alimentation spéciale. Un oiseau sauvage, en fait, il est complètement différent d'un oiseau qui est en captivité. Vous avez beau avoir des grosses volières, 14 hectares, ça ne remplace pas la nature, les amis.
Pourquoi? Parce que les oiseaux dans la nature, ils migrent, ils font un marathon. Une fois par an, les amis, les oiseaux migrateurs, ils font des kilomètres et des kilomètres. Ça, c'est une grosse épreuve de performance. Ils vont brûler les calories, ils vont se débarrasser des maladies. Ceux qui sont malades, en fait, voilà, ça booste leur corps. Et pendant cet exercice-là de migration, en fait, ils vont se nettoyer naturellement. Voilà, l'équilibre dans la nature, c'est ça. Dans les élevages en captivité, les oiseaux ne bougent déjà pas dans des volières de 7 mètres carrés, 20 mètres carrés, machin. Et en plus de ça, ils ne migrent pas. Donc forcément, ils seront plus gras. Et ce gras-là va se transformer par des problèmes ou des handicaps plutôt. Quelques handicaps, en fait, dans la reproduction, dans la digestion, dans la respiration et dans les fonctions cardiovasculaires, d'où beaucoup de problèmes en fait dans les élevages, les problèmes dans le cadre de la canariculture. Et donc du coup les amis, les études qui ont été menées dans le cadre de définir combien de temps la matière fécale reste active dans le système reproducteur des femelles, et ils ont parlé de canaries en mutation. En fait, techniquement, la matière fécale reste pendant 20-30 jours dans le système reproducteur des oiseaux. Donc, quand les deux oiseaux, quand les parents ils sont en bonne santé, c'est-à-dire il n'y a pas de problème. Comme on a vu, les amis, pendant la vidéo où je vous ai présenté le système reproducteur, j'ai fini par vous dire, en fait, des fois, il y a des maladies, il y a des pathogènes qui sont dans le système reproducteur de la femelle. Ça veut dire plus la matière fécale traîne dans le système reproducteur et plus il y a un risque que la fécondité ou les futurs germes en fait auront ces problèmes-là. Le mieux, c'est que la matière fécale trace dans l'oviducte et vient féconder directement l'ovule qui vient de sortir de l'ovaire. Donc ça, c'est le plus optimiste, le plus propre et le plus efficace. Un ovule neuf, frais, avec une matière fécale fraîche, fécondée quelques heures avant ou 7 heures, 8 heures avant. Et puis voilà, bon. Après, on recommence l'opération, après on recommence l'opération. Mais techniquement, la même matière fécale, elle peut rester un mois. Mais est-ce que vous pensez que le spermatozoïde d'aujourd'hui, c'est le même spermatozoïde dans 30 jours, quand il reste dans l'ovidule, il va s'affaiblir, à savoir que les spermatozoïdes, ils ont leur propre énergie. Ils se déplacent avec la queue. La queue, c'est une espèce de ressort. Et c'est là où ils ont stocké en fait l'énergie pour pouvoir se déplacer. Donc un spermatozoïde, quand il est frais, il est fort, il est efficace, il va féconder l'ovule sans aucun problème, plus vite possible, il y a un développement rapide. Un spermatozoïde, quand il s'est affaibli parce qu'il a consommé son énergie, il va déjà se déplacer lentement, il va peut-être mal féconder l'ovule, il y aura peut-être un jeune derrière qui est faible, qui va pas lever la tête pour se nourrir plus tard, etc. Donc le mieux, c'est de régénérer la matière fécale 2 fois, 3 fois par jour, les amis. Pourquoi? Parce que une matière fécale fraîche avec des ovules fraîches aussi, c'est ce qui va nous garantir un bon développement, une bonne fécondité, une bonne qualité dans le développement des jeunes plus tard, les amis. Après, n'oubliez pas que plus le spermatozoïde traîne dans le système reproducteur de la femelle, et plus il y a un risque qu'il soit contaminé, qu'il chope des microbes ou qu'il chope des virus ou des bactéries. Voilà, donc pour répondre à une personne, parce qu'elle m'a dit sur le site de Vibrac, en fait, il parle de 20 jours. Oui, mais techniquement, c'est 30 jours. Je l'ai écrit 2 fois dans le commentaire. Théoriquement, c'est 30 jours. Le spermatozoïde, il a de quoi se nourrir pendant 30 jours. Mais comprendre que un spermatozoïde qui a une journée est beaucoup plus efficace et clean, propre qu'un spermatozoïde qui a traîné pendant 30 jours dans le système reproducteur. Donc déjà, il est affaibli, parce qu'il a survécu pendant 30 jours dans le système reproducteur de la femelle, et en plus de ça, il risque de choper des choses qui sont dans le système reproducteur de la femelle. Mais moi, c'est un abonné, au fait, qui me donne des nouvelles régulièrement. Je veux vraiment suivre jusqu'au sevrage ces jeunes-là pour savoir comment ils sont, etc. Après, tant mieux, s'il n'y a pas de problème, machin, c'est de la chance. Mais évitez de penser que
le mâle il féconde une seule fois la femelle pour tout le tour. C'est pas bon, déjà ça ne va pas fonctionner chez les mutations. Voilà, les mutations sont fragiles et les spermatozoïdes des mutations sont beaucoup fragiles. C'est ce qui fait que les prix des mutations sont chers, c'est parce que c'est difficile de les reproduire que les versions en fait classiques. On les a fragilisés à travers les sélections encore une fois. Et deuxième chose, il n'y a pas mieux que de procéder au remplacement des œufs factices tous les jours. Voilà, si vous avez peur que le mâle casse les œufs, vous remplacez les œufs par des œufs factices et à la fin, vous pouvez isoler votre mâle et remettre les œufs. On a déjà fait des vidéos complètes sur ces sujets-là, les amis. Maintenant, je vais parler du troisième sujet qui est, le quatrième, pardon, qui est la mue, les amis. Donc, la mue, il y a une personne ce matin qui m'a laissé un commentaire pour me dire la mue, est-ce que la mue elle est déclenchée par l'éclairage ou est-ce qu'elle est déclenchée par le régime alimentaire ou est-ce qu'elle est déclenchée. Bon, la mue les amis, elle n'est déclenchée que par l'éclairage. La température, elle va juste favoriser, mais c'est pas la température ou l'humidité qui seront décisifs pour la reproduction, ni pour la mue, ni pour les autres périodes de l'année. C'est la durée d'éclairage. L'oiseau, en fait, il se repère dans l'année. Nous, on a des calendriers, et l'oiseau, il se repère par rapport à la longueur de la journée. Donc, des jours où on a 16 heures d'éclairage, 16 heures de lumière, le canari, c'est tout de suite que là, on est vers le mois de juin, juillet. Les jours où on n'a que 9 heures d'éclairage, il se repère, il est en hiver vers les mois de novembre, décembre, les amis. Donc, c'est ce qu'on appelle l'horloge biologique chez les oiseaux, les amis. Donc, la température, l'humidité n'interviennent pas. C'est même le contraire, les amis. Quand la température, quand il fait chaud, et ça on le voit chez les chats et les chiens, quand ils font leur mue pendant les grosses chaleurs, la nature, elle est bien faite. Comme ils sont étouffés de la chaleur, ils perdent. C'est le moment opportun pour faire leur mue du pelage, les amis. Donc, du coup, ils commencent à perdre leur poil pendant les grosses chaleurs pour équilibrer, en fait. Parce que il fait chaud, il y a des canicules, le manteau plumaire ou le pelage chez les poilus, c'est dense, en fait. Il faut un équilibre. Et la nature, elle est encore une fois, elle est bien faite. En fait, c'est la mue, elle arrive pendant le moment où les jours commencent à basculer, donc moi en éclairage artificiel, c'est moi qui change. Donc après la reproduction, j'ai marqué un temps de 2 semaines pour préparer mes oiseaux, je vous ai déjà fait un suivi là-dessus, et après 2 semaines de préparation, j'ai commencé à réduire la lumière, donc je ne réduis pas 2 heures, 3 heures d'un seul coup, je vais réduire 30 minutes le matin, 30 minutes le soir, mais je ne vais pas trop m'éloigner de la nature non plus. L'idée, c'est de déclencher une mue. Ça veut dire il faut que la courbe de la durée de journée ait un pic. Donc, il faut juste descendre, quitte à rester en fait stable plus tard. Donc, aujourd'hui, je suis à 14 heures de lumière et mes oiseaux, ils ont déjà démarré leur mue. Donc, j'ai pas besoin de descendre à 13 heures, machin. Je vais attendre que la nature redevienne à 13 heures pour me coller en fait à l'éclairage naturel. Mais j'avais juste besoin de changer le pic en fait. Comme j'étais stable à 16 heures, à 15 heures, pardon, en fait, j'ai juste déclenché la mue en enlevant 1 heure dans la durée et les oiseaux, ils l'ont senti, les amis. Donc, une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, ils le sentent parce que c'est leur horloge biologique. C'est pour ça, il y a des oiseaux qui font des fausses mues juste parce que l'éleveur, il a touché un bouton, parce que le dimmer, il a merdé. Il suffit, en fait, de 30 minutes, que la lumière s'allume 30 minutes la nuit, à 1 heure du matin ou 2 heures du matin, pendant 2-3 fois, et puis ça y est, les oiseaux ils vont partir en mue, les amis. Donc, pour répondre à la question, l'horloge biologique des oiseaux, elle est gérée par la température. Mais je dis pas par la durée de la journée. Mais je ne dis pas que l'humidité et la température ne rentrent pas. Ça peut être des facteurs, mais ce ne sont pas des facteurs décisifs. La preuve que les chardonnerets se reproduisent ils ont la bonne durée d'éclairage. Les canaris, pareil, comme ils se reproduisent à 30 degrés, comme ils se reproduisent à 35 degrés. Donc, c'est pas la température qui va décider est-ce qu'ils se reproduisent, est-ce qu'ils font la mue. Et c'est même l'inverse. Donc, les oiseaux rentrent en mue quand il y a une chaleur étouffante. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils se débarrassent en fait de leur manteau plumaire et pouvoir respirer correctement. Pour
un peu rattraper l'effet de la canicule ou de la chaleur. Comme ça, les plumes, ils auront poussé pour l'hiver. C'est pas l'inverse. C'est pas quand la température, elle chute, on démarre la mue. Non, quand la température, elle monte, il faut se débarrasser des plumes et des poils pour équilibrer un peu la température corporelle des oiseaux qui est entre 39, 40 degrés. Je vous l'ai déjà donné cette information. D'accord. Donc ensuite, oui, la mue alors. Donc la période de mue, les amis, commence déjà la préparation de 2023. Donc les gens qui négligent la mue parce que c'est bon, ils ont tiré profit de la reproduction, après tout de suite ils vont démarrer la mue sans préparer les oiseaux, donc vous prenez des gros risques, vous aurez des problèmes pendant la mue et après la mue. Donc il y a un temps de préparation à faire entre les deux périodes. Mais la mue, c'est la première étape de préparation pour la saison prochaine, les amis. Des oiseaux qui passent leur mue correctement, qui passent une bonne mue en 2022, c'est des oiseaux qui auront moins de problèmes en hiver et des oiseaux qui auront moins de problèmes à la prochaine saison en 2023. Ça, c'est important. Les gens qui n'ont pas d'informations sur la mue, sur les plumes, sur les réactions biochimiques internes des oiseaux, revenez voir une vidéo de l'année dernière où on a détaillé la formation de la plume et on a fini avec un programme de mue, un programme type de mue que moi j'applique tous les ans. Donc maintenant on va parler de la chaleur, les amis. Donc cette semaine il a fait chaud, donc je vous avoue que chez moi c'est rare où j'ai des températures 30-31 degrés dans les salles d'élevage parce que mes salles d'élevage elles sont au rez-de-chaussée et j'ai en fait une maison à plusieurs étages. Donc, c'est pas l'endroit le plus chaud. L'endroit le plus chaud, c'est au dernier étage où là, même moi, j'arrive pas sans la clim, j'arrive pas à rentrer dans les chambres. Mais au rez-de-chaussée, dans le garage, j'ai une ouverture de chaque. En fait, j'ai un garage traversant. Donc, je peux créer un peu de courant d'air de temps en temps pour refroidir. Et c'est l'endroit le plus frais de la maison, les amis. Et malgré ça, j'ai 30-31 degrés. Et moi, ça me dérange, les amis. Surtout que j'ai beaucoup d'oiseaux. Si j'avais un couple ou deux couples, ça va. Donc plus il y a d'oiseaux et plus la salle elle sera chauffée. Et il faudra faire en sorte que la température de la salle ne dépasse pas un certain seuil. Donc pour moi, le seuil, c'est 30 degrés. À partir de 30 degrés, quand je vois que 30 degrés, c'est affiché en haut, en fait dans l'air au-dessus, dans les salles d'élevage, il va falloir que j'intervienne. J'intervienne soit en arrosant. Moi, j'ai du béton, du parpaing et du béton. Donc je prends l'arrosoir et j'arrose un peu les murs, un peu le sol, ça va créer en fait, ça va rafraîchir un peu la salle. Je peux aussi mouiller des serviettes et les mettre dans la salle. Voilà, je vous ai déjà donné l'année dernière des techniques, des seaux d'eau froid. Ça marche aussi pour les éclosions. Moi, à l'époque, je faisais de l'eau tiède pour que la vapeur puisse monter et que ça soit efficace. Mais en période de chaleur, vous pouvez mettre des seaux, mais c'est moins efficace que si vous mouillez des serviettes complètes. Donc vous achetez des serviettes, vous les trempez dans l'eau et vous venez les étendre en fait dans votre salle. Pas sur la cage directement parce que ça peut se traduire par un courant d'air plus une serviette mouillée. Ça, c'est le principe de la clim, les amis, et vos oiseaux vont tomber malades. Pas de courant d'air, vous mouillez vos serviettes et vous allez les tendre dans la salle, ça va rafraîchir un peu. Les gens qui sont à l'extérieur, faut arroser le toit. Donc la meilleure des volières, c'est avoir une volière avec deux toits. Donc deux toits, pourquoi deux toits? Deux toits avec de l'air qui circule. En fait, parce que le toit avec les rayons de soleil, ça va chauffer un volume d'air qui est en dessous de la matière du toit. En fait, pour se débarrasser de volume d'air qui est chauffé en permanence, il faut créer un courant d'air. Pour créer un courant d'air, en fait, il faut un tunnel et deux ouvertures. C'est pour ça les volières, il faut avoir double toit, que ça soit transparent ou opaque, les amis, il faut juste un double toit. Le premier toit, il va faire chauffer de l'air qui est entre les deux toits. Et le deuxième toit, en fait, il va couper cette chaleur-là avec deux ouvertures sur le côté. Le courant d'air se fait naturellement et en permanence, la chaleur du premier toit ne passera pas chez les oiseaux, les amis. En volière extérieure, idem, il ne faut pas hésiter à mettre des plantes. Après, il y a certaines espèces d'oiseaux qui ne font pas bon mélange avec les plantes. Donc, il faut choisir les plantes en fonction des espèces. Mais des plantes dans une volière, ça rafraîchit, ça garde un peu de fraîcheur pendant les chaleurs. Les bains régulièrement,
De la pelouse aussi, la pelouse, l'herbe dans le sol de la volière garde aussi un peu de fraîcheur les amis. Qu'est-ce que j'allais dire? Attention, les plantes, l'herbe, la terre dans les volières, ça fait, enfin, ça appelle les tiques, ça appelle les insectes, ça appelle les acariens, la gale et les poux. Donc faites attention. En volière, il faut traiter vos oiseaux en cette période de chaleur si votre volière a de la terre ou elle a des plantes ou elle a des arbres en plein milieu. Donc voilà les amis, donc quand il y a de la chaleur comme ça, une fontaine c'est bien, mais il faut l'intervention de l'éleveur pour rafraîchir le toit. Donc vous arrosez le toit, vous arrosez le parterre. Moi je suis à l'intérieur, j'arrose mon parpaing à l'intérieur et j'arrose mon sol aussi qui est en béton. Donc du coup voilà, c'est comme ça que je fais chuter, et si je vois que ça fait pas grand chose, je crée un courant d'air sans mouiller quoi que ce soit. Je crée d'abord le courant d'air pour me débarrasser de l'air chaud, je referme et je rafraîchis avec des serviettes mouillées ou avec l'arrosoir. Les amis, c'était Canari du 28, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.